Le générique est parti. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravi de retrouver nos chers concitoyens un peu partout dans le monde sur les pages et sur la page Facebook, le direct sur YouTube et aussi sur le site Jesra Info, ce site d'information qui a pour vocation de rapprocher les Marocains là où ils sont. Euh, c'est une date anniversaire. Le 6 novembre est une date anniversaire, date de la marche verte qui fête et qui souffle son 45e bougie. Plus qu'un simple anniversaire, un événement historique. En effet, il y a 45 ans, le 6 novembre 1975 ou 75, une épopée sans précédent prend place au Maroc, initiée par feu Sa Majesté Hassan II, dans le plus grand des pacifismes. 4 décennies après, le peuple marocain se remémore avec fierté cette étape phare du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. 4 décennies où le Maroc s'est investi pleinement, d'abord pour le développement de la région avec des méga projets lancés à coups de milliards de dirhams d'un côté, et aussi politiquement en ancrant dans l'esprit de toute la planète que le Sahara est marocain et le restera pour l'éternité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir, comme d'habitude, des figures de proue de la communauté marocaine à l'étranger, aux États-Unis, en Belgique, en France et au Canada. Alors, nous avons un très grand plaisir de recevoir Madame Bradley, qui vit à Orlando, en Floride, et qui est pour quelques jours à Casablanca, mais qui est une personnalité connue dans la région aux États-Unis, surtout en ce moment pendant les élections présidentielles, puisque vous êtes l'une des représentantes du Parti démocratique pour ces dernières élections, et nous attendons d'une minute à l'autre, je dirais, les résultats définitifs de ce scrutin que toute la planète suit avec grand intérêt. Peut-être que d'ici la fin de ce direct, vous allez nous annoncer la bonne nouvelle pour vous et pour bien des personnes qui suivent de près donc ces élections. De plaisir de recevoir aussi notre ami Mohamed Zaatraoui, conseiller auprès de la région de Wallonie-Bruxelles en Belgique. L'Albert Touta, écrivain, poète, homme de lettres, médecin de la région de Flandre de Belgique. Salem Fkir de France, président de l'association Cap Sud MRE, et de Montréal, notre ami Ahmed Bonftah, président de Montréal, de l'institution canado-marocaine de l'amitié et de la coopération. Alors, une toute première question, que représente pour vous cette date du 6 novembre? On va commencer par Madame Bradley. Allah ya Sidi, je connais le 6 novembre. Depuis qu'on était jeunes, c'est tout ce qu'on entend. Le 6 novembre, c'est une journée vraiment mémorable pour nous tous. اليوم اللي كتسمع فيها tous les Marocains avec leur démarche pour le Sahara, elle a laissé vraiment une trace au corps de chaque Marocain, jeune ou là adulte. Vraiment, vraiment, c'était une touche que la personne n'oubliera jamais dans sa vie. Bien, alors de Montréal, des États-Unis, on va passer à un peu plus au nord, au Canada, à Montréal. C'est Ahmed, cette date du 6 novembre. Le 6 novembre, c'est vraiment l'histoire d'un pays qui s'est ouvert au monde. Par la magie de la marche verte, la couleur marocaine a fait vibrer le monde. Alors imaginez les 350 000 personnes qui ont obéi à l'appel du roi, le défunt Hassan II, Allah yarhamou,
Et Benidam et Wantidam, ce mot-là, c'est vraiment ancré jusqu'à date dans le cœur de tous les Marocains. Alors le 6 novembre, c'est un anniversaire à ne pas oublier. Par cette fête-là, nous tous, on a la responsabilité de faire passer le flambeau aux jeunes, de savoir c'est quoi le 6 novembre, c'est quoi la marche verte et c'est quoi le Maroc. Alors, on passe en Europe. C'est Mohamed, d'abord, cette question générique, que représente pour vous cette date du 6 novembre? Mais je me trouve dans les définitions qui ont précédé et je crois que mon sentiment n'est pas différent des sentiments de tous les Marocains. Pour moi, c'est un rendez-vous avec un grand événement de l'histoire. C'est une marche pacifique qui nous a marqués. Nous, qui sont de la génération de l'après-indépendance. Les jeunes qui sont nés après cette date-là de 1975 ou 75, peut-être qu'ils ont des éléments beaucoup plus visuels vis-à-vis des films, des documentaires et n'ont pas assisté. Nous avons assisté. Nous étions jeunes, nous étions des lycéens, nous avons vécu ce mouvement patriotique suite à l'appel du monarque, suite à l'appel du roi Hassan II, rahimahullah, et tous les Marocains sont rués vers le Sahara. Si ce n'était pas bien déterminé le nombre, tous les Marocains auraient descendu dans le sud. Le Maroc, il a fait des limites, 350 000 personnes, parce que ces chiffres-là représentent le taux de nativité chaque année. Et pour moi, ça restera gravé dans la mémoire des Marocains à jamais, comme un événement de solidarité entre le roi et son peuple. Alors, c'est l'Arbi, l'écrivain, poète, cette date du 6 novembre. Moi, je peux dire que je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit. J'ajouterais un peu que c'est un coup de génie. Il faut être un génie pour avoir pensé à conquérir. Une telle opération, oui. Il faut être un génie. Et c'est dans l'histoire humaine, il y a rares qui l'ont fait. Il y en a encore, mais ça, c'est vraiment, il faut être Hassan II pour y avoir pensé et pour avoir réalisé. Et aussi, il faut avoir un peuple fidèle et conscient de la nécessité de se rassembler parce que c'est une province marocaine. Le Sahara, c'est une province marocaine. Et il faut être marocain pour pouvoir le faire. Je ne vois pas un autre pays qui peut réaliser ce que s'est passé le 6 novembre. Donc, 300 et 1000 personnes en face des canons, tenant que le Coran et le drapeau. Il faut savoir le faire et nous l'avons fait. Et c'est, au fond, je me répète, un coup de génie. Chapeau. C'est Salem, je te laisse en dernier puisque tu es le plus jeune et celui qui est né en Europe. Alors, en tant que Marocain né en Europe, cette date qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Bon, avec beaucoup d'honnêteté et de franchise, de façon à ce qu'on rentre dans un débat peut-être intéressant, c'est pas un débat d'ailleurs, c'est que j'avais que 9 ans. Et effectivement, moi, par Goldorak à cette époque-là, c'est ce qui était intéressant à la télévision. Donc, c'est bien après que j'ai compris ce que représentait cette marche verte, donc, et toute son importance pour notre pays, et toute la force qu'elle peut apporter, dans le sens où, quand on voit qu'on est capable de monter des guerres et tuer des milliers de personnes, et qu'une personne comme le roi Feu Hassan II, qui a réussi à fédérer 350 000 personnes avec que du Pacifique, et pouvoir reprendre ce qui nous appartient, comme je vais paraphraser M. Larbi, c'est du génie. Maintenant, effectivement, notre génération à nous, qui sommes nés en France, moi je me souviens que mon père est toujours vivant, alhamdoulilah, est une personne qui ne sait pas lire, qui ne savait ni lire ni écrire. Il a acheté le livre Le Défi, il l'a mis dans le placard. C'était le livre que nous avions dans la bibliothèque et le seul livre bibliothèque que mon père s'est permis de mettre, Le Défi de Hassan II, justement retraçant cette marche verte. Donc
étant issu du fait que nous sommes de la région de Goulmim, je suis fortement impacté par ce magnifique tour de force qu'a fait notre roi Hassan II. Bien, alors on revient à Madame Bradley. Alors on va peut-être ouvrir une parenthèse. Comment vous avez, puisque bon, c'est de l'actualité, comment vous avez, avant de parler des relations entre le Maroc et les États-Unis, et surtout, on se rappelle encore qu'il y avait au devant de la marche verte le drapeau des États-Unis aussi, le jour de la traversée des frontières, de la marche. Donc, d'abord, un petit mot sur ce que vous vivez actuellement avec ce scrutin électoral aux États-Unis, mais très brièvement, peut-être nous dire aussi votre activité au sein du Parti démocrate. Comment je vais commencer? Premièrement, comme on voit, on connaît très bien les relations entre le Maroc et les États-Unis sur tous les niveaux. Et la reconnaissance du Maroc pour les États-Unis, ça a été fait en 1737. Alors, depuis, elle est toujours valide. Et alors, c'est pourquoi on voit le flag sur la marche verte, parce que ils étaient les premiers à supporter l'idée. Et c'est génial parce que quand on parle aux États-Unis des trucs comme ça, ils sont fiers d'assister à des trucs comme ça parce que je fais des documentaires, je fais des vidéos sur place pour savoir que les gens américains, vraiment, qu'est-ce qu'ils pensent de la marche verte, comment ça a été passé. Et vous trouvez dans les gens l'envie qui les impacte personnellement et qui veulent savoir mieux. Alors, on essaie de améliorer parce que vraiment, on n'a pas beaucoup de documents pour en parler du Sahara. Il faut toujours chercher ou traduire des autres langues pour améliorer et leur donner les informations exactes. Pour l'instant, on peut rien dire parce qu'avec tous ces changements, avant je travaillais, parce qu'à chaque fois qu'on a un groupe qui prend la place de l'autre, on doit s'arranger, faire des rendez-vous pour s'asseoir avec eux et pour en discuter et recommencer. Alhamdoulilah pour le hukm al-Dhati, personnellement, j'ai travaillé avec les Mr. Diaz, the congressman. Je suis sûre que tout le monde le connaît parce qu'il était un grand support pour nous. Et quand on a eu un problème en 2012, il était là pour nous supporter le hukm al-Dhati et tout ça. J'étais très fière parce que un travail comme ça n'a rien demandé, rien que s'asseoir avec eux, leur expliquer la situation et faire savoir qu'on est là pour le Maroc. Alors, les Marocains, normalement, ils respectent ça. Mais quand ils voient la personne, même si elle vit aux États-Unis, mais elle a toujours ses racines et elle pousse toujours pour la sécurité de son propre pays, il y a un respect, un grand respect. Et il le montre. C'est pour ça que j'ai eu, alhamdoulilah, j'ai eu 23 votes pour le hukm al-Dhati au niveau de Congrès, rien qu'en Floride. Alors, imaginez, on a 50 states. Imaginez que chaque Marocain, Marocain, à chaque state, il fait la même chose que j'ai fait, on n'aura pas de problème. Et on aura un support à 100%. Et moi, je ne travaille pas rien qu'au niveau des démocrates. Je travaille même quand il revient à mon pays, je suis neutre. Parce que si le pouvoir, ça va partir sur les républicains ou le pouvoir partir aux démocrates, je dois assister. Voilà, on doit être toujours présent. Voilà.
Très bien. Alors, Oui, vous avez mis de côté la première partie de ma question. On reviendra en fin d'émission sur les élections. Peut-être que d'ici là, d'accord. nous aurons des nouvelles. Alors, au Ah oui, Canada, alhamdulillah. est-ce que l'éloignement par rapport au Maroc n'a pas affecté cette relation que vous avez avec le Maroc et surtout avec cette date glorieuse? À vrai dire, les Marocains du monde, parce qu'avant c'était les MRE, Marocains résidant à l'étranger, et on est fiers d'avoir le nouveau nom Marocains du monde. Dieu merci, à cause de plusieurs fêtes nationales, donc on se trouve unis. Tel que cet anniversaire-là, on peut le constater virtuellement, vu qu'on est en mode confinement, combien de messages qui passent de félicitations et d'échanges en cette occasion. Aussi, ça revient à notre responsabilité, comme dit Madame Bradley, vu qu'on est à l'étranger, donc on côtoie les politiciens. Et les côtoyer, c'est leur expliquer. Si on n'en parle pas, ils ne le sauront pas. Alors imagine, le 6 novembre 1975, c'est pas tout le monde qui l'a vécu. Moi, j'avais 21 ans et j'avais fait ma part, même avant le 6 novembre, sans le savoir. Et là, nos auditeurs, certainement mes compatriotes qui ont travaillé à mon côté, ils vont se rappeler de ce qu'on avait fait, de ce qu'on avait préparé, sans savoir c'est quoi l'événement. Et c'est là la confidentialité que j'avais mentionnée tout à l'heure. Alors, Dieu merci, l'intellectualité, je parle du Canada, les MRE, ils sont tous intellectuels, ils gardent le pont, c'est le GESR avec le pays. Et ça, c'est la responsabilité des parents en premier. Donc, parce que je veux inclure les jeunes. Lorsque je parle, toujours je me base sur les jeunes. On a un flambeau, il faut le faire passer aux jeunes. Demain, je ne serai pas là. Donc, c'est à mes enfants de prendre ce flambeau-là, qui est, on est fiers d'être marocains, on est fiers d'avoir nos anniversaires et on est fiers d'avoir cette marche verte qui est unique au monde. Ça n'a jamais eu lieu et sa réalisation et son résultat, imaginez que nos provinces du Sud, on les a récupérées pacifiquement. Et j'adresse mon mot aux gens qui n'ont jamais vécu c'est quoi le problème. Imaginez, avec cette marche verte, on aurait dû récupérer nos provinces sans aucune balle. Je le dis bien, en toute paix, P-A-I-X. Malheureusement, chaque balle qui est sortie, on sait à cause de qui. Sans aller plus de détails, parce que ce n'est pas l'objectif du débat. Absolument, absolument. Alors, si Mohamed, 45 ans après, est-ce que cette date n'a pas pris de ride? Est-ce que la mobilisation est toujours aussi forte? L'histoire ne vieillit jamais, mon ami. L'histoire ne vieillit jamais. Au contraire, ça prend de la valeur avec l'âge. L'histoire, ça prend de la valeur avec l'âge. Ça devient précieux. Comme a dit M. Ahmed, c'est à nous de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants, et comme ça va prendre de l'ampleur. Ça n'a pas pris de rides, ou bien ces rides nous apportent de la joie et une certaine valeur. Regardez nos fêtes, aussi d'autres fêtes religieuses qui datent du XIVe siècle. Est-ce qu'elles ont pris de rides? Mais non, au contraire. C'est toujours un symbole d'union. Ça, c'est une union au niveau national. C'est une commémoration que nous devons fêter entre nous, avec nos enfants et petits-enfants, avec nos voisins. Je trouve que c'est un rendez-vous joyeux que nous avons chaque année de partager un passé glorieux de nos ancêtres. Voilà. Alors, cette date d'anniversaire a inspiré beaucoup d'artistes. Nous connaissons toujours
Sawt al-Hassaninati, nous connaissons des chansons qui sont devenues célèbres depuis, mais il n'y a pas que les Marocains du Maroc qui ont participé par l'écriture, par le chant, par la musique à mémoriser cette date. Il y a aussi les Marocains du monde. Et pour exemple, c'est l'Arber Touta. Alors, vous avez sorti une chanson sur le Massir al-Khadra, chantée par un Belge, et vous avez écrit les paroles. Alors, comment vous est venue l'idée de réaliser un peu cette œuvre? Écoutez, c'était en 1985, j'ai eu l'idée de l'écrire parce que j'avais besoin, c'était aussi le 6 novembre, et j'ai pensé pourquoi ne pas immortaliser cet événement d'une autre façon. Et je l'ai écrit, je l'avais présenté à ce temps-là à monsieur le consul général à Bruxelles. Il l'a écouté, et puis il m'a dit, écoutez, c'est bien. Et nous étions invités au Festival de la musique des jeunes à Marrakech en 1986, et ils ont fait 10 000 disques vinyles qui sont sortis. Et voilà, c'est à ma façon de mémoriser cet événement. Et chaque année, ce disque, cette chanson remonte et revient. Son succès était tel que j'ai fait une seconde version. J'ai dû faire une seconde version à la demande des Marocains, des amis. Alors, et être chanté, c'est très important parce que ça, on a oublié. Faire chanter un Belge, un Flamand sur Croix, chanter que le Sahara est marocain, très, très, à mon avis, très important. Parce que nous, si nous sommes ici ensemble, c'est un devoir de nous de le dire. On doit le faire, on doit le dire. Mais qu'un non-marocain le dit haut, c'est très important. Et le chant on devait aussi. Avoir... Pardon? Vous nous faites écouter quelques passages, s'il vous plaît? Oui, je vais essayer. Parce que ça, c'est très... Je vais tourner. Alors nous allons, les auditeurs et les téléspectateurs et tous ceux qui suivent Jisr Info vont écouter de près cette chanson et l'apprécier puisqu'on va la diffuser après la fin de cette émission. Comme on va diffuser également un film en mention design qui vient d'être publié sur l'historique de la marche verte destinée aux jeunes générations. Ça aussi, on va le diffuser en fin de cette émission. Alors, c'est Salem Fkir. Je sais que dans la région où vous êtes, il y a beaucoup d'ennemis du Maroc. Et je sais que peut-être la première génération fait beaucoup, mais vous aussi, deuxième génération, vous faites beaucoup également pour ce dossier important pour le Maroc, qui est la marocanité de ces territoires du Sud. Oui, c'est-à-dire que déjà, pour commencer, au niveau de la génération suivante et celle qui suit derrière, je pense qu'un vrai travail, on va rentrer, je pense, dans le plat, c'est-à-dire qu'il serait peut-être intéressant que nos institutions nationales, nos ministères, fassent un vrai travail de fond pédagogique envers les deuxième et troisième générations. Nous, parents, effectivement, bon, moi je suis déjà de la deuxième génération, comme je vous dis, j'avais 9 ans et heureusement que mon papa m'a éduqué dans ce sens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un déficit, il faut être clair, un déficit non pas d'appartenance du pays, parce qu'on est marocain, quel que soit le marocain, mais sur l'historique du pays, et cette marche verte est quand même un exploit assez intéressant, assez important pour notre pays. Et quand vous demandez à un jeune qu'est-ce que c'est que
la marche verte, il vous dira oui, c'est un grand événement. Et après, il va vous parler peut-être du Polisario et ça va s'arrêter là. Et tout simplement parce qu'il y a un manque d'information. Je pense qu'il est vraiment important et très urgent. Et ça, nous en tant qu'association, on l'avait déjà évoqué à plusieurs reprises, de faire un vrai travail de fond. On avait même proposé un petit fascicule, un truc rapide. Qu'est-ce que le Sahara en 10 leçons, ou un truc comme ça. Parce qu'effectivement, de l'autre côté, il est clair que les générations qui sont derrière sont hyper bien informées parce que sont eux-mêmes assidus sur comment faire pour pouvoir continuer à perturber le Maroc dans leurs initiatives de pacification de notre territoire. Donc, il est clair que je pense qu'il y a un déficit aussi de nos institutions claires pour essayer de faire en sorte que nos générations suivantes soient mieux informées sur ce qui était cette marche verte et quels sont les objectifs aujourd'hui, parce qu'on est quand même 5 millions de Marocains résidant à l'étranger actuellement en France, à l'étranger dans le monde. Donc on est une force diplomatique, on est une force politique, tout à chacun, et une force humaine importante qui n'est, je trouve, très mal exploitée dans ce domaine-là. Je trouve, à mon sens. Oui, vous avez tout à fait raison et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire depuis un ou 2 ans. Donc, quelques initiatives ont vu le jour et notamment ce film didactique en motion design que nous allons diffuser en fin d'émission et qui explique clairement en 6-7 minutes l'historique de ce que c'est que la marche verte et les étapes franchies par la marche verte. Alors, on va revenir à Madame Bradley, la connexion est meilleure là. Oui, Donc, j'ai dû bouger. Voilà. Donc, pour aller dans le sens de ce que disait Cécile Mfkir, nous manquons, les Marocains du monde manquent un peu de soutien logistique pour défendre la marocanité du Sahara. On nous raconte souvent, on nous dit souvent que vous avez un bon dossier, mais que vous n'avez pas suffisamment de bons avocats. Alors, il se trouve que les avocats sont là. Chaque Marocain qui habite à l'étranger est un ambassadeur, est un avocat pour ce dossier important, mais il nous manquait un peu de logistique pour mieux défendre l'intégrité territoriale du Maroc. N'est-ce pas, Madame Bradley? Pas vraiment. À ce que j'ai constaté, personnellement, ça fait presque 36 ans que je suis aux États-Unis et je vois que notre génération, ils ont plus de cœur sur ce sujet que la nouvelle génération. Et en disons les 10 derniers ou les 15 dernières années, les nouveaux immigrés partout dans le monde, et j'ai fait des statistiques comme ça, j'ai fait des études, ils s'en foutent pas mal de ce projet. Ils s'en foutent pas mal. Pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est quelque chose, comment je vais faire pour avoir de l'argent. Alors que nous, notre génération, on l'a fait par cœur. Parce qu'on aime notre Maroc. Alors, c'est ça, j'ai remarqué je sais que vous voulez réagir. Dès qu'elle termine, je vous donne la parole. Pardon. J'ai vu ça à Internet, pas en général. Des cas que j'ai vécu avec eux, oui. Ils s'en foutent pas mal. Parce que il y a quelques cas, je normalise pas ici, il y a quelques cas, quand on parle des sujets comme ça, ils s'intéressent pas. Alors pour eux, c'est plus regarder comme un investissement ou faire de l'argent plutôt que d'aimer quelque chose et de la supporter et la mettre en premier parce que le Sahara, c'est le Maroc. Et on parle en général. Nos parents, nos grands-parents, ils ont vécu tous ces événements. Le salam internationalement, je suis toujours à le sujet et je l'importe et je le pose sur les tables. Comment on va faire
pour avoir la paix ici dans ce sud du Sahara, le Maroc. C'est un truc pour moi qui me fait mal au cœur. On veut voir quelque chose de paix, vraiment de paix. Et quand on parle avec ça, on parle avec des docteurs qui sont vraiment dans ce domaine et qui parlent vraiment sur les trucs de la paix et de l'humanité. Oui. Alors, quelques petits soucis de liaison. Alors, c'est Salem, je voyais que tu réagissais un peu. Oui, c'était surtout quand Ouais. Madame Oui. Bradley a dit qu'ils s'en foutent du Maroc. Non, on s'en fout pas du Maroc. Les deuxième et troisième générations ne se foutent pas du Maroc. Bien au contraire, ils sont encore plus en ces périodes assez difficiles que nous vivons, nous, particulièrement en France. Monsieur Et Salim, si vous, oui, je vais vous arrêter rien que là. Moi, je parle pas de la deuxième, troisième génération qui sont nés à l'étranger. Oui, vous parlez Je parle de plus nouveaux que arrivants. des Marocains oui, qui y arrivent aux autres pays. La génération, la génération jeune du Maroc qui part aux États-Unis. Je parle pas. Mes enfants, Anna, ils adorent le Maroc. Oui. Leurs enfants, c'est la même chose. Oui. Il y a une grande différence entre nos enfants qui sont nés à l'étranger et les Parfait. jeunes qui naissent sur les pays, l'Europe, l'Amérique, partout. Ils s'en foutent. Ils sont pas comme vous. Il y a une grande différence. Et c'est pas général. Moi, je Alors, parle c'est de pas quelques général. gens. Bien sûr, de toute D'accord, façon, on peut pas. c'est ça, terminé. Je termine tout simplement pour Pardon. dire que, effectivement, vous avez raison, Madame Bradley, je suis content que vous rectifiez, mais néanmoins, là où il y a un vrai problème, c'est que d'autant plus que les Marocains, comme vous dites, Madame Bradley, qui viennent du Maroc, s'intéressent peu à la problématique du Sahara, et je peux concevoir, d'autant plus que les générations suivantes aussi s'y intéressent, je vais dans votre sens, s'y intéressent aussi moins. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un problème d'un déficit d'information, un déficit de communication, un déficit. Ouais. On a l'impression que cette problématique du Sahara, où c'est tabou, où si on en parle trop, on risque d'avoir des soucis. Si on le défend, Ouais. on peut être taxé de. C'est bizarre, cette atmosphère qu'il y a autour de cette thématique qui est le Sahara. C'est vraiment, sincèrement, pour m'y être intéressé à un moment donné, je me suis personnellement posé des questions sur. Je vais vous dire franchement, j'ai même été taxé de Polisario, moi. Donc, à un moment donné, par des Ouais. trucs de, Ouais. oui, un truc assez incroyable, alors qu'on était là pour défendre l'intérêt de la nation, à notre niveau, bien entendu, à notre petit niveau, sachant très bien, dans la région où je réside personnellement, au Mureaux, à côté des Mureaux, vous avez la ville de Mantes-la-Jolie, où vous avez une des plus grosses communautés anti-Maroc qui réside là-bas, et qui sont, par contre, eux, les secondes et troisième générations, sont au fait de l'actualité, ils sont au fait des mouvements qu'il faut mettre en place, et ils sont toujours assez dynamiques, même au sein des institutions françaises, au sein du Sénat, au sein du Parlement français, quand il faut faire des mobilisations, ils sont présents, et présents en nombre, alors que nous, qui sommes beaucoup plus nombreux, on représente 40% de la population marocaine à l'étranger, c'est la France. En l'occurrence, en Île-de-France, on représente à peu près 20 à 30% de la population marocaine qui réside en plus en France. Eh ben, on n'est pas mobilisé, tout simplement parce que, je dis et je le répète, il y a un déficit d'information, un déficit de mise en place de la nation Maroc, et là j'accuse la nation des institutions marocaines qui ne font pas le travail de lobbying qui devrait être fait auprès des générations, tout simplement par des campagnes d'information, des campagnes de films, comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur El Biod, auprès des réunions de Marocains. Effectivement, il est intéressant de faire des grandes soirées thématiques avec des gens qui viennent du tapet d'Arbouka, mais c'est vrai, une belle soirée thématique autour de cette marche verte, avec des films qui pourraient intéresser nos enfants, aurait été aussi intéressant, et d'autres possibilités, hein, bien entendu. Tout à fait. Alors, au Canada, comment ça se passe aussi pour enrichir la mémoire de cette glorieuse date, Ahmed? En tant que président d'une institution au Canada,
si je parle au nom des membres de notre institution. Alors imagine le nombre d'associations marocaines qu'on est étalées à travers le Canada. Alors, on communique entre nous, on organise des soirées, comme dit M. Salem. L'avantage qu'on a ici, déjà à Montréal, comme vous le savez, Simstava, c'est la maison du Maroc. Voilà, exactement, c'est un notre bijou, fierté. oui. D'ailleurs, il devait y avoir une maison du Maroc à Mantes-la-Jolie aussi. Hein, donc, Oui, ça s'en vient, exactement. C'est pourquoi j'ai voulu mentionner ça. C'est celle qui aurait dû être en premier, en théorie. Voilà, elle devait être inaugurée en premier, tout à fait. Oui. En premier, et on avait offert les locaux de plus de 900 mètres carrés gratuitement, et ça n'a pas été fait. Mais ça s'en vient. Parce que le bon exemple, c'est déjà celui de Montréal. Vraiment, c'est une fierté. C'est-à-dire de voir le drapeau marocain flotter au centre-ville de Montréal sur le même pied d'égalité que celui du Canada ou de la province de Québec. C'est déjà notre fierté en passant. Et ça fait chaud au cœur. Alors imagine, lorsqu'il flotte en Floride, c'est encore autre chose. Donc vraiment, c'est à nous. On n'attend pas après le gouvernement du Maroc de nous donner les points clés pour organiser un tel ou tel événement. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui même, virtuellement, le Centre culturel marocain, il est en train d'élaborer un programme en collectant les données de l'un et de l'autre. Dans ma poésie, Simstava, je l'ai remise au centre et ça va être diffusé. C'est un honneur pour moi, mais c'est une façon de donner. Je n'attends pas après un ministre pour me dire quoi faire. C'est à nous de lever le flambeau. J'utilise souvent le mot flambeau, c'est notre responsabilité. On l'a sur les épaules. Est-ce que vous avez devant vous le travail. Est-ce que vous avez devant vous ce poème que vous avez dédié au Sahara marocain, Sahmed? Oui, je pense, je peux vraiment le. Il est un peu long, c'est 6 minutes. Non, mais juste 15 secondes. Oui, ok, je vais voir ça. Ça me fait plaisir de vous le faire écouter. Alors, c'est Ahmed, de temps en temps, comme à cause du décalage horaire, donc quand il m'envoie un message, c'est vers 2h, 3h du matin, c'est toujours un beau poème que je me fais plaisir à lire avant de m'endormir. Merci, c'est gentil. Fadala, c'est Ahmed. Allez-y, allez-y. Non, on a du mal à entendre. Vous ne l'avez pas en texte, comme ça vous pouvez nous le lire? Je vous laisse le chercher, on reviendra vers vous tout à l'heure. Alors, on va passer d'un poète à l'autre, c'est l'Arabie. Non, je veux simplement revenir. Pour surmonter, je crois, ce mot qu'on en parle, c'est que on attend jusqu'à le 6 novembre pour parler de la marche verte. Oui. Et c'est toujours, la semaine prochaine, il y a la marche verte. Mais je crois qu'il faut une programmation, un programme toute l'année. Il faut taper, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Maintenant, on attend le 1er novembre et on dit on va faire une fête le 6 novembre, on va faire la fête et puis ça s'oublie. À mon avis, je ne sais pas d'après vous, et je crois que ça, c'est notre faiblesse. Qu'on attend juste le moment pour faire la fête et puis ça s'oublie. Je veux revenir aussi à Madame Bradley pour question des informations. Je sais que donc à Tanger, il y a le premier ambassade, le Maroc a reconnu le premier pays qui a reconnu les États-Unis. Je reviens aux États-Unis. Il y a à Tanger, pour information, il y a la légation américaine qui a toutes les informations que vous voulez sur le Maroc et certainement sur la marche verte. Si vous aurez besoin, là, il faut frapper. Là, il y a tout ce que vous voulez sur information sur Sahara marocain.
je peux aider aussi à frapper avec vous si vous voulez. Alors, c'est l'Arabie, Madame Bradley, avant je donnerai la parole à Cheikh Mohamed Zahtraoui, est un Marocain qui vit depuis un demi-siècle ici en Belgique, en Flandre, mais c'est le meilleur avocat que j'ai jamais vu de Tanger, hein. Donc, il a Tanger dans le cœur et il vit pour Tanger et pour le Maroc. Si Mohamed, Zahtraoui, on va un peu dans le même sens. Quelles idées on peut développer pour parler un peu plus de ce phénomène, de cette histoire, de cette marche qui est unique, qui, comme a dit L'Arbi, est un coup de génie qui est unique dans les annales de l'humanité. Comment on peut faire parler un peu plus de ce coup de génie que nous sommes les seuls à avoir développé? Ça dépend. Est-ce que c'est dans un cercle fermé, quand ça reste juste contre nous? Ça pourra faire partie d'un programme scolaire de l'histoire. La marche verte, ça s'enseigne au Maroc. Mais c'est vrai, il y a un manque d'encadrement à ce niveau-là. Ça veut dire l'histoire du Maroc n'est pas assez connue par les jeunes compatriotes marocains. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Comme Madame Bradley avait dit qu'il y a des jeunes qui sont fautes du Maroc, c'est pas anodin. Il faut pas se voiler la face. C'est une réalité sur le terrain. Il y a même des personnes âgées, suite à un problème avec l'administration marocaine ou autre, ils claquent la porte, ils vont passer leurs vacances ailleurs. Ça peut interpeller les autorités marocaines, à les interpeller pourquoi ce distanciation des Marocains par rapport à leur pays d'origine, parce qu'il y a un manque d'encadrement, il y a un manque d'écoute. Quelquefois aussi, il faut oser le dire, les autorités marocaines se comportent avec les Marocains du monde comme des personnes immatures. On va donner à d'autres personnes qui vont les garder alors qu'ils vont tartiner avec l'argent des contribuables sans apporter aux Marocains de l'étranger. Il faut voir que la communauté marocaine vivant à l'étranger, il y a des intellectuels, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des politiciens, des sénateurs, on a des maires, on a des bourgmestres ici en Belgique. Mais malheureusement, le Marocain, quand il rentre chez lui, il y a toujours ce cliché, cette image négative de l'immigré des années 60, qu'il rentre en sa voiture ou bien parce que les problèmes qu'il rencontre dans les aéroports, etc., ça facilite pas la tâche à ces Marocains de rester beaucoup plus attachés. Sauf maintenant, c'est les anciens, ils ne peuvent pas s'en séparer, ça les habite. Même si on n'habite pas au Maroc, le Maroc nous habite dans l'âme. Il vit en nous, ce Maroc. Bien qu'on ne vit pas au Maroc, mais le Maroc, il vit en nous. Nous, les anciens, d'accord, on s'accroche à notre identité, mais les jeunes, quelquefois, ils sont en perdition. Parler de la marche verte, il n'y a pas que la marche verte. Il y a l'histoire du Maroc. Le Maroc est un pays millénaire. Donc, ça fait 1000 ans qu'il existe, le Maroc. La marche verte, il y a moins d'un demi-siècle que c'est arrivé. Il y a beaucoup de choses à raconter sur le Maroc. Mais c'est une mission qui pèse lourd d'abord sur les autorités marocaines de mieux encadrer leurs concitoyens ailleurs. Mais si on veut, nous, dans le contexte de la marche verte, pour ne pas simplement passer des festivités et brander le drapeau entre nous, on ne va pas convaincre les convaincus. Je crois que le combat, faire connaître l'histoire du Maroc et la cause du Sahara marocain et la légitimité du Maroc de récupérer son Sahara, le combat se fait à un haut niveau. Et on doit savoir comment passer l'info, comment interpeller d'autres autorités onusiennes, européennes, américaines, pour convaincre les autres, pour avoir des amis à un niveau international beaucoup plus élevé. Voilà. Voilà. Et c'est le rôle de gens comme Madame Bradley, puisque… Comme vous, comme tout le monde. Comme tout le monde, mais bon, il se trouve qu'elle est sur le terrain et qu'elle le fait depuis quelque temps. Comme tout le monde, nous sommes tous des avocats et des ambassadeurs du Maroc et des avocats de ce dossier et de tous les dossiers, bien évidemment. Madame Bradley, politiquement, on terminera par ces deux volets, le politique et l'économique. Alors, politiquement,
nous constatons que le dossier du Maroc est mieux défendu depuis quelque temps. Le Maroc était pendant des années sur la défensive. Là, on passe à l'offensive. Ce qui s'est passé récemment à la Ayouna Dakhla, où des pays ont ouvert des consulats, est très révélateur de ce coup de rein que nous avons donné un peu à ce dossier-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la dernière résolution des Nations Unies aussi. Le micro, le micro. Le micro, Madame Mimi. Votre micro est fermé, madame. Voilà. Pardon. Allez-y. Alors, j'ai oublié. Est-ce que je sais pas préparé, notre dossier est préparé depuis quelque temps? Il y a la dernière résolution des Nations Unies. C'est une démarche très forte et très flexible. Elle est très flexible. Premièrement, parce que ça a ouvert le Ouest et ça a ouvert le East. Rien que pour mettre ces consulats maintenant sur la Youn, ça va choquer les autres. Premièrement, parce que maintenant, il y a une base. Il y a d'autres, pas rien que les Marocains. Alors, si vous allez toucher là-bas, vous allez toucher d'autres mondes. Et ça joue un grand rôle sur l'économie aussi. Qu'est-ce qu'on a fait entrer? On a fait entrer les gens qui ont vraiment de l'argent pour investir. Pas seulement ça, on a fait entrer les gens du Sud, les Africains. C'est la main-d'œuvre dans le monde entier. Alors, on joue un grand game qui va donner beaucoup d'histoire à ce problème. Et moi, j'ai un grand espoir à ce trajet qu'ils ont pris dernièrement. Ça va nous ouvrir des portes, vous n'allez pas le constater directement. Absolument. Donc, c'est cette idée de caravane commerciale dans le temps qui traversait le nord de l'Afrique vers l'Afrique centrale qu'on est en train de renouveler par des points de passage importants que sont la Lyon, la ville de Dakhla. Pas vraiment, mais la carte qui est jouée maintenant, c'est plus génial que le trajet qu'a mis la marche verte. Alors, posez-y et vous allez voir dans quelques années comment ça va boomer là-bas. Parce que, comme j'ai dit, ils ont apporté l'argent et ils ont apporté la main-d'œuvre et ils ont ouvert des consulats là pour ces gens. C'est leur territoire maintenant. Alors, c'est Ahmed, comment au Canada, comment on a perçu un peu l'ouverture de ces consulats dans nos provinces du Sud au Canada? Comment s'est perçu ces initiatives? Moi, personnellement, comme citoyen, simple citoyen, et ce que j'écoute de mes compatriotes à travers le monde d'ailleurs, ça c'est un ajout à ce que la marche verte avait fait. Tout à l'heure, j'avais dit que grâce à la marche verte, on a eu l'entente avec le colonisateur espagnol qui a quitté, puis il a enlevé son drapeau à l'Ayoun et nous, on avait levé le nôtre pacifiquement. Je me rappelle de ce jour-là. Alors, imaginez, aujourd'hui, on est passé à l'étape suivante, qui est la présence internationale par leur consulat ou consulat général. Le rapport et l'apport de ces consulats, comme vous le savez, toute diplomatie, il y a le consul, mais il y a les vice-consuls, chacun il est responsable dans l'économie. Vous venez de parler des Émirats arabes juste parce que c'est par leur richesse, mais on ne va pas oublier les autres. La richesse humaine, c'est la plus grande valeur, ce n'est pas le dollar. C'est moi, toi et l'autre, ce que je suggère avec cet apport des consulats. Ce que je suggère, moi personnellement, grâce à ce soutien international, pourquoi ne pas créer des villes
côtière. D'une part, on peut partir par le tourisme. Ce n'est pas juste l'Ayoun. Imaginez de Goulmim, alors je parle de Goulmim jusqu'à Al-Gouira, on a juste 4 villes. Alors ces villes, comme dans mon poète, je les ai mentionnées par des villes renouvelées, parce que ce n'était pas vraiment des villes, c'était juste les noms. Mais depuis 1975 à date, moi j'ai fait mon voyage en mission humanitaire de santé en octobre 2019. Par rapport à la dernière fois que dans les années 80 que j'ai travaillé à Lyon, j'étais vraiment émerveillé. Tu es au centre de la ville, il n'y a pas de sable, le tout est asphalté. Il n'y a pas de vent de sable que moi j'avais vécu. Alors, l'apport des consulats, c'est un apport économique et politique. Et ça, il faut l'encourager. Mais l'encourager, ce n'est pas juste au niveau de Lyon ou d'Dakhla. Comme j'ai dit, il faut créer des villes entre ces villes-là et faire sortir le Casablancais. كل شيء حس بالضيق. جالس في الدار البيضاء تبان له هو المغرب غير في الدار البيضاء. D'ailleurs, la mode actuellement au Maroc est d'aller passer les vacances à Dakhla. Aujourd'hui, c'est la destination la plus prisée au Maroc. Voilà, imagine si on crée d'autres villes. Tout à fait. Alors, Salem connaît bien la région puisqu'il est de la région. Parlez-nous, Salem, du développement de la région depuis les 20-30 dernières années, le projet de l'autoroute qui avance, de la double voie qui avance très vite. Parlez-nous un peu de... Vous avez vu, comme a dit Ahmed, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, tout le développement que connaît la région. Disons qu'on est les parents pauvres quand même de la région sud par rapport à M. Larbi de Tanger qui, effectivement, entre Tanger et Rabat, ils ont eu l'autoroute avant nous. Hein. Nous, on a eu… Vous avez bientôt la double voie et c'est sur pratiquement 1000 km. Ouais, chaque chose en son temps, oui. Il a fallu attendre 2011, le grenier du Maroc, tous Massadra, pour avoir l'autoroute Agadir. Je m'excuse de vous interrompre. Ouais. Moi, j'ai fait les routes. La route principale numéro 1, je l'ai faite, imagine, de Rabat jusqu'à Tantan, ça me prenait 13 heures continues. Alors aujourd'hui, avec les autoroutes, c'est une merveille. Disons que moi, je faisais Paris-Agadir et Paris-Gulmim. Je vous dis pas, quand on prenait la nationale 10, après la nationale 4, la nationale 1 en Espagne, et ensuite, on prenait ce petit bout d'autoroute jusqu'à Stade, on était heureux comme pas possible. Et en fin de compte, le voyage commençait à partir de Stade. Il fallait traverser ces belles montagnes d'Amskrod et Chichawa et après arriver à Agadir, on respirait un peu. Et après, il fallait reprendre Tiznit direction Gulmim avec des camions qui passaient à ça de la voiture. Et il fallait sortir de la piste pour pouvoir y arriver. Donc là, les choses se développent, c'est ça. Effectivement, donc aujourd'hui, on peut que saluer la grande initiative de Sa Majesté et surtout que le TGV va certainement arriver sur Agadir aussi et qui va descendre jusqu'au sud. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, cette volonté de développer le sud ne peut être que bénéfique pour l'ensemble du Maroc parce que moi, je pense qu'Agadir sera bientôt la capitale du Maroc, Inch'Allah. Le centre, en tout cas. Géographiquement, c'est devenu le centre. Laissez-moi mon côté arbito aussi. Moi aussi, j'ai envie d'être mon côté gadiri. Et effectivement, ça sera pour l'Afrique. J'espère que Agadir sera le hub, le deuxième hub du Maroc, en passant par Gulmim. Aujourd'hui, Gulmim, c'est quand même Agadir-Gulmim. Aujourd'hui, c'est 1h30, 2 heures de route. Avec cette double voie, ça sera pratiquement divisé par 2. Donc, c'est sûr qu'ensuite, descendre jusqu'à Dakhla, ça sera beaucoup plus facile. Et c'est vrai que l'apport d'un tourisme déjà national sera intéressant pour développer ces villes. Mais c'est vrai que le but ça sera une marche verte économique qui risque d'être mise en place avec ce développement économique et ces nouvelles structures politiques internationales qui viennent s'installer. Donc, on va imposer à marche forcée de manière… C'est une autre marche verte que fait Sa Majesté Mohamed VI, de manière aussi
aussi intelligente que celle de son feu père, qui était celle de descendre 350 000 êtres humains pacifiquement. Sa Majesté Mohamed VI a cette stratégie qui est de développer de manière aussi pacifique un développement économique et politique et diplomatique. Merci aussi, Salem, de relever ce fait. Alors, c'est l'Arbi. Maintenant, de Tanger, tu vas commencer à aller un peu vers le sud. Est-ce que tu as déjà visité nos provinces du sud? Malheureusement, non, mais c'est dans le programme. C'est dans le Comment programme. ça? Ah non, non, nous, on passe à Tanger, on s'arrête à Tanger, on se fait contrôler à Tanger, on se fait. On va pas dire le mot. Passage obligatoire, obligé. Hein? N'oublie pas que Tanger est la porte du Maroc. Hein. Tu ne peux C'est pas ça, entrer c'est au le Maroc. passage obligé. Venez C'est au la salon. Après, vous êtes rentré à la cuisine, venez au salon, descendez à Gadir, descendez. Alors, Oui, mais c'est je Mohamed. descendrai. C'est Mohamed. Promis, promis. C'est Maintenant, je veux bien revenir, si vous permettez. Oui. Donc, il y a la poste marocaine qui émet chaque année une série de timbres sur la marche verte. Malheureusement, ça reste fermé à Rabat et est difficile d'en avoir plus loin. La Banque C'est du l'Arbi, Maghreb, collectionneur de timbres aussi. Hein. la Banque du Maroc émet en argent et en or des pièces uniques sur la marche verte. Alors pourquoi notre pays garde ça pour lui, pour Mohamed de Bazar et celui-ci et celui-là et celui-là? Si, parce qu'il y a dans le monde, il y a des millions de gens collectionneurs. Pourquoi pas ces timbres ne pas aussi, et ces monnaies, du moment qu'elles sortent, qu'elles ne seront pas présentées ici en Belgique, en France et partout. Ça aidera aussi à gens. Ah, il y a cette histoire de. Alors les gens chercheront, parce que les collectionneurs cherchent ce qui est derrière. L'idée n'est pas bête. Puis, il y a le film de Rachid, le film de Sahara sur le Sahara, un grand film. Pourquoi il ne sort pas à l'étranger? Oui, on retombe toujours sur le même problème de propagande. Arbi, vous étiez le président de l'association qui dirigeait la Maison du Maroc, et la Maison du Maroc qui se trouvait place de la Monnaie, et pour être place de la Monnaie avec le drapeau marocain, il faut se lever tôt. Hein. Malheureusement, on va pas faire l'histoire. Quand il parlait du drapeau Canada, oui. Quand il parlait du drapeau Canada, moi j'ai pensé aussi à notre drapeau à la place de la Monnaie et place de Brucker. Et j'ai dit à notre ministre, ce temps-là, parce qu'il pensait de la fermer, j'ai dit, écoutez, le loyer de ce bâtiment, que le drapeau marocain flotte là-bas, ça vaut le prix. Parce qu'un drapeau à Bruxelles ou en Belgique, où va aller le trouver? Il faut aller à l'ambassade et au consulat. Il était là en permanence pendant une dizaine d'années. Voilà. Je vois que ce sont des petites astuces qu'on doit y réfléchir, comment gérer. Donc, moi je connais en Belgique, il y en a des centaines de milliers de collectionneurs qui vont acheter ces timbres, qui vont acheter ces monnaies, et en même temps, ils vont apprendre et connaître notre histoire de la Sahara. Certainement, votre message il va être entendu. Alors, le mot de la fin pour Si Mohamed Za'atraoui. Oui, j'aurais bien aimé revenir sur la résolution que tu as évoquée. Voilà, la je dernière voulais que Mme Bradley nous en parle, mais bon, je pense que c'est un problème de collection. Oui. Par le nord du Maroc, parce qu'elle a repris les propositions du Maroc, parce que les Nations Unies se sont occupées et se sont penchées sur cette question. Ils ont dit qu'il ne peut être réglé que d'un regard, d'un point de vue politique, réaliste et pragmatique, les mots qu'ils ont utilisés. Donc, et secondo, c'était le processus de table ronde entre les belligérants, entre le Maroc, entre l'Algérie, qui se considère pas comme partie du conflit, alors que celle qui a attisé cette haine dans la région,
Il faut être clair. La Mauritanie et aussi le groupe Polisario. L'Algérie, elle a été invitée aussi par les Nations Unies pour travailler sérieusement en tant que partie dans le conflit. Je reviens sur l'ouverture des consulats, de 15 pour le moment au Sahara. Je trouve que c'est une résultante des agissements et du travail fructueux que Sa Majesté a fourni en Afrique pour expliquer aussi que le Maroc, il peut être un pays qui est porteur de projets pour toute l'Afrique. Et je trouve que c'est une aubaine, que c'est une bonne chose qu'une quinzaine de pays africains, maintenant oui, on a parlé ces derniers temps des Émirats arabes unis et certainement que d'autres pays vont annexer, vont suivre les pas d'ouverture de ces consulats. C'est une reconnaissance de l'appartenance de ces territoires au Maroc, parce que l'Algérie, qui nous cause des ennuis, malheureusement, ça ne vient de nos amis. Et il est temps, je trouve qu'il est temps à nos amis algériens de voir beaucoup plus clair pour que ça soit une paix durable. Et à nous aussi de tisser des relations avec la société civile aussi algérienne pour essayer de trouver un courant qui doit passer. Si les diplomates officiels ne sont pas arrivés, pourquoi pas par la société civile et voir des associations algériennes pour percer et discuter de cette problématique, cette gangrène qui ronge cette région depuis 45 ans. Depuis 45 ans, on sait que l'Algérie, depuis le début, je reviens sur cette histoire de l'Algérie. Pour moi, ça n'a jamais été un pays avant que la France ne la quitte. C'était considéré comme un territoire français outre-mer. C'était un morceau des territoires français. Donc, maintenant, les choses sont là. La France, avant de quitter, elle a émietté la région, elle a pris des territoires marocains qu'il a annexés à ce territoire qui va s'appeler donc l'Algérie française, parce qu'il pensait qu'il va y rester éternellement. Elle va rester éternellement, mais malheureusement, le Maroc, quand il veut finir de récupérer le territoire du Sud, il s'est trouvé face à face avec l'Algérie qui cherchait en fait simplement à avoir une percée vers l'Atlantique. Ça, on l'oublie. Mais il faut laisser maintenant ces querelles derrière nous. Il faut ouvrir le débat avec des Algériens, avec la société civile, pour essayer de trouver un levier pour relancer l'économie du Sud. Inch'Allah. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que ce dossier-là du Sahara marocain est entre de bonnes mains et que tous les Marocains du monde, là où ils soient, là où ils sont aussi des ambassadeurs de ce dossier qui peuvent pousser ce dossier-là, surtout dans des capitales aussi importantes que Bruxelles, que Paris et sa banlieue et que New York. Merci beaucoup de votre participation. Encore une fois, bonne fête, le Massira. Et encore une fois, à cette occasion, je voudrais présenter toutes nos condoléances à nos compatriotes qui décèdent récemment du cause du Covid. Et je présente aussi au nom de toute l'équipe de JCL Info nos condoléances à notre ami Sima Hamza Traoui qui a perdu son beau-père. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Merci de votre participation et à très bientôt pour un nouveau débat sur JCL Info. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce que la marche verte? Un bel escalier peint en vert? Une marche des écologistes pour sauver la planète? Non. En réalité, il s'agit d'un fait marquant de l'histoire du Maroc. Voici la carte actuelle du Maroc que vous connaissez tous, mais il n'en a pas toujours été autant. Depuis le XIe siècle, sous le règne almoravide, l'empire s'étendait jusqu'aux frontières du Sénégal. Cela jusqu'en 1884, lorsque les colons espagnols décidèrent de s'installer sur les côtes du Sahara marocain. En 1912, les colons français viennent à leur tour envahir ce qu'il reste du royaume,
Ils y resteront jusqu'en 1956, date à laquelle Feu Sa Majesté le roi Mohamed V obtient l'indépendance de son pays. Il entretiendra alors de bonnes relations avec les provinces sahraouies, comme le montrent ces images de sa visite en 1958. Peu après, en 1974, les Espagnols décident de quitter le Sahara marocain. Son fils, Feu Sa Majesté Hassan II, demande alors à la Cour internationale de justice de reconnaître les liens juridiques et d'allégeance qui existaient entre les Sahraouis et le royaume marocain. Le 16 octobre 1975, il obtient une réponse positive. Le jour même, il s'adresse au peuple pour annoncer cette grande nouvelle et demander des volontaires pour une marche pacifiste vers le sud, vers le Sahara marocain. Munis uniquement d'un Coran, d'un drapeau et de leur foi, plus de 350 000 personnes prennent pacifiquement la route du sud, vers Marrakech, puis Agadir et enfin Tarfaya. Des centaines de milliers de citoyens, dont 10% de femmes, abordent plus de 12 000 camions, 113 trains, avions, bateaux, apportant avec eux 9 millions de briques de lait, 2500 tonnes de sucre, 4500 tonnes de farine, 2500 tonnes d'huile, 300 tonnes de poissons, 20 000 théières, 400 000 couvertures et des millions de litres d'eau. Ils parcourront des milliers de kilomètres en seulement 18 jours, animés par la volonté de libérer les provinces du Sud dans la joie et le civisme. Le 5 novembre 1975, dans un nouveau discours prononcé à Agadir, Feu Sa Majesté le roi Hassan II appelle les Marocains à fouler leurs terres, palper leur sable et embrasser un sol qui fait partie intégrante de leur pays. Le lendemain, le 6 novembre 1975, ils atteignent le Sahara et rejoignent la ville de Ta, abandonnée par les Espagnols. Cette marche verte a réunifié ainsi la totalité du peuple marocain sous la même bannière. Réunification qui sera validée 8 jours plus tard lors des accords de Madrid. Quelques semaines plus tard, les dernières troupes espagnoles quittèrent définitivement les provinces du Sud. Suite à cet événement, des travaux énormes ont été entrepris pour améliorer la vie des Sahraouis. En effet, une partie importante des ressources et des richesses des régions centrales du Maroc est dédiée à la satisfaction des besoins des Marocains du Sud. Sa Majesté le roi Mohamed VI a toujours démontré la justice de sa position au niveau international et la sincérité de ses orientations sur le plan national, notamment par la mise en œuvre de la régionalisation avancée et du modèle de développement des provinces du sud du royaume. Aujourd'hui, il se charge de garantir l'intégrité territoriale avec autant de tact et de fermeté que le firent son père et son grand-père avant lui. La cause du Sahara est la cause de tous les Marocains, sans exception. Le Sahara a toujours été marocain, et il le restera.